ravie de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Donc nous sommes mardi 5 novembre, il est 10h30 et nous allons passer une heure ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous poser des questions. Alors si je vous disais tout le monde le cherche, tout le monde veut l'atteindre, il y a même certains qui proposent des recettes miracles. Vous me direz quoi? L'argent? Eh ben non, c'est tout simplement le bonheur. Ce matin, nous allons parler du bonheur. Donc, nous allons essayer de découvrir ensemble les secrets du bonheur et surtout comment trouver le moyen de l'intégrer dans notre vie quotidienne. Et nous allons aussi donc essayer de parler du bonheur. Est-ce que c'est un état d'esprit ou tout simplement une série d'actions et d'habitudes? Et bien entendu, et la biologie dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en dit? Ça sera pour la première partie de notre émission. Et en seconde partie, nous aurons donc nos chroniqueurs. Comme d'habitude, nous aurons Amel Aribi. Aujourd'hui, elle nous fera découvrir un lieu et plus précisément un lac. Vous verrez, elle nous amènera du côté de l'Amérique latine. Elle nous dira tout sur ce lieu. Et nous aurons donc une nouvelle venue, c'est Lina Delmachi. Donc, elle est coach sportif et coach de bien-être. Elle nous parlera du bonheur, mais peut-être sous un autre angle de vue. Et comme je vous l'ai dit, le bonheur aujourd'hui, c'est notre thème central. Il est différent d'une personne à une autre, d'une société à l'autre. Nous allons essayer un petit peu d'approfondir cette question qui reste une question existentielle que se pose, on va dire, l'être humain depuis l'aube de l'humanité. Et pour en parler, donc, nous aurons Jamila Ben Abou Abdallah. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, c'est un bonheur d'être ici parmi vous. C'est un bonheur aussi pour nous. Oui. Voilà, des petits bonheurs hein, qui font les grands peut-être. Exactement. Donc vous êtes coach sportif à vos côtés. Coach pardon, coach de vie, coach professionnel. Oui. Voilà, merci. Et donc à vos côtés, Benbouaziz Ahmed. Donc bonjour. Vous êtes microbiologiste. Effectivement, microbiologiste voilà, et compte. Avec vous, ça sera peut-être plus dans le détail domaine de la biologique, chimie, exactement, chimiquement, biologiquement parlant. Voilà, exactement. Très bien, merci d'être là. Toujours un plaisir. Et nous avons Nsrine Selman, donc vous êtes psychologue et orthophoniste. Merci d'être là. Toujours le plaisir pour moi d'être parmi vous. Voilà, très bien. Et donc la thématique d'aujourd'hui, je vous la rappelle, c'est le bonheur, un état d'âme ou science et la vie. Voilà, c'est la thématique de ce matin. Donc première question, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur. Déjà que le bonheur, c'est un état de bien-être, de sérénité, de calme, caractérisé par des émotions positives. Hein. Et je dirais qu'une personne peut ressentir du bonheur quand elle est elle-même, quand elle arrive à mettre en place cette image qu'elle a sur elle. À avoir cette définition et cette clarté avec ce qu'elle veut pas, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, avec ses valeurs, ses principes, ses objectifs, c'est-à-dire dans les quatre domaines de la vie, le personnel, professionnel, relationnel et familial. Déjà ça. Alors le bonheur aussi, il est personnel et il est subjectif pour chaque personne. Voilà, c'est-à-dire c'est personnel. C'est personnel, c'est différent. Voilà, il est centré sur la satisfaction que les personnes perçoivent sur leur existence et surtout sur la personnalité qu'ils ont construite d'elles-mêmes. C'est-à-dire une personnalité claire, une personnalité forte, une personnalité équilibrée, une personnalité logique et réfléchie. En général, c'est ça ce que je pourrais dire sur la définition du bonheur. Très bien. Donc, quels sont les principaux composants psychologiques du bonheur? Ah oui, alors les principaux composants, il y en a trois. Hein. Il y a les composants du bonheur où le bonheur peut venir de trois choses. Hein. Avoir une vie agréable, avoir une vie engagée et avoir une vie qui a du sens. Donner du sens à sa vie, c'est exactement. Alors, une vie agréable qui veut dire quoi? Et on va donner des exemples pour chacune. Hein. C'est de ressentir du plaisir dans son quotidien, dans les choses qu'on fait, dans nos tâches. C'est être présent avec soi-même et être en pleine conscience avec ce qu'on est en train de faire. Je donnerai un petit exemple pour avoir cette vie agréable. C'est de peut-être le soir, en général, rester avec soi-même
et essayer de voir qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir aujourd'hui. Donc une petite rétrospective de la journée. Exactement, et aller sur les accomplissements, soient-ils petits ou grands, même les mini-accomplissements. Exemple, hein, je donnerai un petit exemple, peut-être j'ai pas l'habitude de me réveiller assez facilement le matin. Aujourd'hui, je l'ai fait, j'étais en pleine forme, je suis descendue du lit assez rapidement et j'étais bien. Je dirais que ça, c'est un accomplissement aussi. Il ne faut pas voir que les grandes tâches. Là, pour se rendre cette vie agréable, faire ça, et ça va nous motiver aussi. Et même si on n'a pas fait des choses, on se repose la question, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et on les remet pour le lendemain ou pour la prochaine fois, et on les discutera plus tard. Mais le soir même, il faut mettre les accomplissements, comme ça va être une motivation pour la personne. Ça, c'est pour se rendre la vie agréable. Alors, pour se rendre la vie engagée, c'est-à-dire une vie engagée, c'est quoi, hein, le deuxième composant, une vie engagée, c'est d'abord d'avoir choisi sa façon d'être. C'est de mettre en pratique et de s'engager et respecter cette personne, ce moi intérieur, qui dit « moi je veux être ainsi, mes valeurs sont ainsi, mes principes sont ainsi, mes objectifs sont ainsi », c'est se mettre des limites pour soi-même que moi-même je ne les dépasserai pas et même l'autre ne pourrait pas les atteindre. Je pourrais donner un petit exemple, Oui. C'est définir ses forces et ses faiblesses et utiliser ses forces pour travailler sur les faiblesses, ne pas les prendre comme des faiblesses à ne pas s'arranger ou tout. Au contraire, d'accord. La définition fait de nous, définition des forces et faiblesses, fait de nous qu'on va être des personnes engagées à avancer encore plus. Alors, une vie qui a du sens. La vie qui a du sens, je dirais, c'est donner un sens à tout ce qu'on fait. Donner un sens à tout ce qu'on pense et en réfléchit. Pas seulement ce qu'on fait, parce que nous, on est beaucoup sur le faire et on oublie le être. Alors, du sens à sa vie, c'est qu'est-ce que je veux, comment je veux qu'il soit, les petits détails, c'est-à-dire les petites voix qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'intérieur, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, et on donne de l'importance à chaque chose. Chaque chose que je fais ou chaque chose que je pense n'est pas venue pour rien. Sur tout ce que je pense, elle n'est pas venue à moi pour rien. Que ça soit bon ou moins bon. Je ne dirais pas mauvais parce que c'est un apprentissage. D'accord? C'est donner du sens et donner de l'importance à chaque chose, à chaque voix qui est à l'intérieur et essayer de la discuter. Et ensuite, chaque pas que je fais, je lui donne réellement de l'importance. Toute sa valeur. Exactement. Et ça va faire de moi une personne qui va se valoriser. Très bien, on va demander à nos téléspectateurs qu'est-ce qui les rend heureux. Donc vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche, donc le 021 23 98 91. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que le bonheur pour vous? Est-ce que vous l'avez atteint? Est-ce que vous êtes heureux ou peut-être pas? Et qu'est-ce qui vous rend malheureux? On va essayer ensemble de voir et d'éclairer un petit peu, comme on dit, votre lanterne. On va parler, donc ça c'est du côté, on reviendra donc sur le bonheur avec vous, voir aussi les désirs. On sait très bien que les désirs est un leitmotiv. On désire toujours plus, on désire toujours autre chose. C'est humain. C'est humain, Oui. c'est bon. Mais il faut peut-être savoir trouver le bon dosage du désir et surtout savoir, on va dire, le mélanger à la rationalité et à la sagesse. Mais on verra donc avec un reportage de Hamid Rbouh qui est parti voir pour nous qu'est-ce que le bonheur. Dans ce monde trépidant, nous cherchons tous le bonheur et la satisfaction intérieure. Le rapport sur le bonheur dans le monde est mesuré par la manière dont différentes populations considèrent leur satisfaction globale dans la vie en fonction de facteurs tels que le PIB, l'accès aux soins de santé et l'entraide sociale. Certains parlent de bonheur spirituel, de bonheur physique, bonheur intellectuel, bonheur émotionnel et bonheur relationnel. Pour de nombreuses personnes, le bonheur est un objectif à atteindre, une finalité. Il s'obtient lorsqu'on est riche et lorsque nos rêves se réalisent. En réalité, le bonheur est un voyage, pas une destination. Pour cela, il suffit simplement de trouver la clé. La première clé du bonheur réside dans nos relations sociales. Cultiver des liens positifs avec les autres
est essentielle pour notre bien-être émotionnel. Ces connexions enrichissantes renforcent le sentiment d'appartenance et du bonheur. Prendre le temps de rire, d'écouter et d'être présent pour vos proches. Des relations épanouissantes sont la fondation du bonheur durable. La deuxième clé réside dans la pratique de la gratitude. Prendre chaque jour un temps pour reconnaître les choses positives de votre vie. La gratitude nous permet d'apprécier le présent et d'ouvrir notre cœur au bonheur. La troisième clé du bonheur est la pleine conscience. Vivre dans le moment présent nous permet de nous libérer des inquiétudes du passé et des angoisses pour l'avenir. La quatrième clé du bonheur est de se fixer des objectifs significatifs dans la vie. Avoir un sens de direction et de but nous apporte un sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle. La cinquième clé du bonheur est de prendre soin de soi, s'accorder du temps pour des activités qui nourrissent notre corps et notre esprit. Les clés du bonheur et du bien-être. Voilà, donc 5 clés qui vont nous rendre heureux, qui vont contribuer à notre bonheur. Mais moi, la question que je voudrais vous poser est dans la microbiologie, la biologie, qu'est-ce qu'elle dit? On sait très bien que 50%, on va dire, vient de notre hérédité. Il y a ça aussi qui pèse aussi dans la balance. Notre tempérament, le tempérament et la personnalité aussi. Effectivement, c'est pas, on va dire, automatique, mais je vais essayer de simplifier le maximum. Alors, pour le bonheur, il y a plein d'hormones et de neurotransmetteurs. Il y a plus d'une vingtaine, mais les plus, on va dire, les principaux et les principales hormones sont, on a 4. On a la sérotonine, oui. l'ocytocine, la dopamine et les endorphines. Si on va essayer de parler brièvement de chacune, la sérotonine, c'est, on va dire, l'hormone du bonheur, on va dire, parce que déjà, elle est partout, surtout dans le sommeil. Donc, vu que le cycle circadien, comme on a dit la dernière fois, donc, vu qu'on ne dort pas, ou généralement c'est le sommeil qui est la source principale de la sérotonine. Je ne dis pas que c'est produit pendant le sommeil. Je dis juste que le sommeil régule beaucoup la sérotonine. La sérotonine, elle est sécrétée dans l'intestin et dans le cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau. Oui, c'est le deuxième cerveau, c'est l'intestin, c'est la effectivement. sérotonine. La dopamine, on en a parlé déjà à l'émission, pas précédente, mais avant, sur le système de récompense. Oui. Tout ce qui est... le sujet de la dernière fois, c'était le sujet de... J'ai perdu le mot. C'était pas le cycle du sommeil? Non, c'était pas ça. C'était les addictions. Voilà. Les addictions, voilà. effectivement. Le système de la dopamine, de la récompense, exactement. Oui. On a le troisième, l'ocytocine, c'est, on va dire, l'hormone de l'amour. Elle est beaucoup dégagée quand il y a un lien social, quand on crée des liens sociaux, quand on se prend dans les bras, quand on fait des câlins en famille, etc. Donc on dégage beaucoup d'ocytocine. Et les endorphines, généralement, ils sont sécrétés lors des efforts physiques, surtout le sport. Donc l'endorphine, généralement, elle est sécrétée dans ce moment-là. Et elle a un effet analgésique. Donc c'est un antidouleur. C'est pour ça que quand on est heureux et on est euphorique dans le sport, quand on se coupe ou là on se fait mal, on ne le sent pas. Voilà, on le sent juste après. Oui. Et tout ça, on va dire, c'est une bouillie d'hormones qui fait en sorte qu'on est heureux, on sent avec le sentiment de bien-être, etc., etc. Maintenant, il y a toute chose dans le corps humain, c'est un système de serrures et de clés. Partout, dans la chimie, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les hormones ont des récepteurs spécifiques. Mais, vous voyez, je vais donner un exemple juste pour simplifier. Si vous voyez, par exemple, le domaine de l'informatique, tout est composé de codes. Donc, on code et le code donne soit la couleur, la forme dans un site web, etc. C'est la même chose dans le corps humain. Tout a un code, c'est la génétique, c'est l'ADN. Et il y a des gènes. Par exemple, le gène SLC 6A4 normalement, c'est pour la sérotonine. Le OXTR, c'est pour la dopamine, non, pas pour l'ocytocine. Et la DRD4, c'est pour la dopamine. Ces gènes-là, ils sont, on va dire, compartimentés en deux parties. La première, c'est les gènes qui produisent
ces hormones. Et le deuxième gène, c'est la réceptivité de ces hormones. Ça veut dire l'hormone, elle est produite et on a la serrure TAHA. La clé, c'est l'hormone et la serrure, c'est le récepteur hormonal. Donc, même si on produit beaucoup d'hormones et il n'y a pas où ces hormones vont se fixer, il n'y aura pas de bonheur. C'est comme si on produit dans une usine plusieurs voitures ou vélos ou n'importe quel. Et on ne l'utilise pas. Voilà, on les laisse à l'abandon. C'est la même chose. Donc, généralement, il y a des gens ils sont prédisposés, qui ont beaucoup plus de gènes qui sont présents pour la réceptivité, pas pour la production. La production... On va dire que la production est un peu la même pour tout le monde. Presque. Mais la réceptivité, il y a des gens qui sont beaucoup plus prédisposés à avoir de la réception voilà, de ces hormones. Et c'est pour ça qu'ils sont plus heureux et ils sont plus positifs dans la vie quotidienne. Donc vous nous dites, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la réceptivité, ce n'est pas une question de génétique. Si, au contraire. Oui, les récepteurs, c'est beaucoup plus génétique que la production d'hormones. D'accord. C'est-à-dire la serrure, elle est beaucoup plus génétique que l'hormone en elle-même, que la clé. Voilà, si je fais la transition entre l'exemple avec la serrure et la clé. Donc, les récepteurs sont beaucoup plus génétiques que l'hormone en elle-même. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de récepteurs, on va dire dans leur corps, ils ne peuvent pas le savoir, que c'est bon, ils sont condamnés à être tristes toute leur vie. Voilà, justement, allez, on va donner un exemple, je ne sais pas. Ça se fabrique justement, ça ne se fabrique pas, mais ça se travaille. Ça se travaille et le corps va automatiquement nous donner ce qu'on pense. Comme a dit Aristote, je suis ce que je pense. Donc si je pense positivement, automatiquement, le corps va réagir et va produire beaucoup d'hormones qui vont construire ces récepteurs-là. Voilà. L'épigénétique dit qu'on peut modifier notre génétique. Bien sûr, c'est fait. Voilà. Donc il y a quand même une solution. Bien sûr, c'est pour ça que je dis c'est pas une fatalité. Il y a solution à tout, il y a solution à tout. Voilà, il y a un travail sur soi à faire, mais ça prend du temps, il faut être patient. Oui, bien sûr. Il faut être patient, persévérant. Bien sûr, c'est surtout. C'est un travail qui doit se faire. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on est enfant? En fait, le bonheur dépend de nous. On est heureux et généralement, c'est toujours, on va dire, un élément extérieur qui nous rend malheureux. C'est quand on est enfant. Mais en fait, en devenant adulte, on va dire qu'un petit peu la vapeur s'inverse. On a plus tendance à... J'aime bien ça. Voilà, notre bonheur dépend toujours des autres. Oui, au début, quand on est enfant, c'est vrai que l'enfant, du côté inné, il est pur. Voilà, il est heureux, il est là à vouloir découvrir, à faire des choses. Il n'est pas tout à fait dans la réflexion, au contraire, il est dans le côté spontané, il est dans l'apprentissage. Et c'est son environnement à lui, commençant par la famille, qui programme cet enfant de plus tard. D'accord? Alors, on est heureux. Très bien. Voilà. Ce que je voulais savoir. On est heureux. C'est un côté inné en nous. On est heureux. Mais par la suite, c'est la programmation de l'environnement qui va impacter la personnalité, ce bonheur-là. La personne va être soi, en général, parce que ça va dépendre de... ça va être en relation avec le développement de la personnalité. Si la personne aurait développé une personnalité qui est dans l'équilibre, une personnalité rationnelle, comme vous l'avez dit, une personnalité claire, comme je disais tout à l'heure, avec elle-même, avec ses valeurs, principes, objectifs, qui seraient mis des limites pour elle-même, qu'elle aurait choisi, qu'elle aurait mis en place selon, je dirais, les grands points, le côté spirituel qui est important, je dirais n'importe quelle religion qu'on a, c'est-à-dire il y a une clarté avec ça. Il y a le socio-culturel aussi qui peut rentrer, mais je dirais c'est ce qui bousille en général le développement d'une personnalité équilibrée. Et c'est ce qui fait qu'on perd au fur et à mesure ce côté inné en nous de vivre bien, d'être cette personne, parce que c'est le conflit qui se crée par la suite entre le moi que je voulais avoir moi, et qui parle, c'est la petite voix qui dit je veux ça, je veux le veux comme ça, et l'environnement en face, et les premiers c'est les parents, et j'insiste beaucoup sur ça même en thérapie, c'est les parents, d'après aussi, c'est de génération en génération, ils ont une image assez claire, c'est-à-dire ça doit se faire ainsi, de cette façon, on n'a pas le droit de changer de cette façon, c'est un tabou. Je dirais que là, les tabous rentrent et il y aura un conflit entre mon moi qui est intérieur, qui sait ce qu'il veut,
parce qu'il est inné, il sait très bien ce qu'il veut, il a besoin juste d'être cadré, hein, et le moi que l'autre veut de nous. Et c'est ce qui crée ce vrai conflit et on perd ce plaisir. À un certain moment, on se sent fatigué, dégoûté, pas de plaisir, pas de motivation, mais on ne sait même pas pourquoi. Oui. Frustré, beaucoup plus, oui, c'est un très bon mot. Hein. La frustration est créée au fur et à mesure, ça commence dès le jeune âge, parce que l'enfant, quand il commence à poser des questions, à vouloir sortir, à vouloir découvrir le monde, on le réprime. Voilà, on le réprime, c'est-à-dire on l'écoute même pas, on n'essaye même pas d'écouter l'enfant, qu'est-ce qu'il veut, on le laisse même pas s'exprimer et on est sur des conditions de vie qui ont été mises de grand-père et grand-mère et de génération en génération, et ça devient des croyances. Et je dirais le mot en arabe parce que j'ai eu une patiente la semaine passée, elle est biologiste, et elle a utilisé ce mot. D'ailleurs, je n'ai pas envie de le traduire, je veux toujours le dire comme elle me l'a dit, c'est el mawrouthat. Oui, c'est-à-dire de génération. C'est tout ce qu'on a hérédité, mais pas dans les gènes, dans les du croyances. tout, mais voilà, dans les croyances. Travers les croyances, social, exactement. Donc on trouve que c'est tous ces obstacles psychologiques qui nous empêchent d'être heureux. Oui, c'est des obstacles qui nous ont mis pour essayer de chercher ce bonheur qui était normalement présent et logique en nous. Et je dirais que le bonheur n'est pas un luxe, mais c'est un droit. Oui, justement. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame. Donc, à travers notre éducation, on va construire avec le temps une perception du bonheur qu'on verra à travers des filtres. C'est-à-dire des filtres qu'on aura hérités, que ce soit les croyances, que ce soit les blessures qu'on a eues quand on était jeune. Les traumas. Voilà, donc là, par exemple, il y a Lise Bourbeau qui nous parle des 5 blessures de l'âme. Oui. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice aussi, il y a une 5e. Et donc, c'est à travers ça, c'est-à-dire qu'on va interpréter notre monde à travers nos blessures. C'est-à-dire si par exemple, on peut interpréter une parole ou bien un geste d'une personne qui peut-être l'a fait de manière anodine, mais chez nous, ça va faire écho avec notre blessure et c'est là qu'on va se sentir triste et peut-être malheureux. Donc, dans ce cas-là, ce qui est bien de faire, comme tu as parlé de Socrate tout à l'heure, c'est connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'on doit se connaître, on doit repérer quelles sont nos blessures, c'est-à-dire quand on se connaît mieux, quand on fait un travail sur soi, on arrive à détecter quels sont nos filtres. Et là, c'est là que rentre la pensée stoïcienne. Voilà. Effectivement. Donc, c'est-à-dire que de repérer qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous. Parce que la perception du bonheur, elle dépend de notre façon de juger et de percevoir une situation. Voilà. Donc, comment on peut le faire? On peut se faire aider par un thérapeute qui va travailler sur les blessures. Et on peut aussi se faire aider par un coach qui va nous aider à construire ce bonheur-là. Et c'est comme ça qu'on peut devenir heureux. Effectivement. Voilà. Donc, on va dire des siècles nous séparent donc des penseurs, des philosophes qui avaient déjà commencé à se poser des questions sur qu'est-ce que le bonheur et comment l'atteindre. Mais bon, on va dire que les époques ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on va dire qu'on est exposé à énormément on va dire de facteurs extérieurs qui font que notre bonheur va devenir de plus en plus difficile. On nous fait miroiter, par exemple, le bonheur, c'est d'en avoir des objets, avoir telle voiture, avoir telle maison, avoir une espèce de confort matériel, mais on découvre que nous avons un confort matériel que personne auparavant avant nous n'a pu avoir, que ce soit les princes les plus riches n'ont jamais eu autant de confort que nous avons aujourd'hui, mais nous ne sommes pas plus heureux pour autant. Exact. Tout à fait. Et là, je rebondis aussi sur la pensée épicurienne. Donc, c'est le philosophe Épicure qui nous dit que ce qui est important justement pour être heureux, c'est de satisfaire les besoins nécessaires
et indispensable. Voilà. Naturel et indispensable. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Manger, c'est naturel et c'est indispensable. Mais, par exemple, si par exemple je vais manger un plat pour me nourrir, c'est bon, mais si par exemple Ça, oui, ça c'est un besoin naturel et nécessaire. Besoin physiologique, oui. Voilà, naturel et nécessaire. Mais si je vais manger un repas copieux, là c'est pas nécessaire, c'est un excès. Et si par exemple je prends du chocolat, au début c'est un plaisir instantané, mais à long terme, ça pourrait être néfaste, soit la prise de poids ou bien des crises de foie ou quelque chose comme ça. Donc cette pensée, elle nous aide justement à ne pas faire d'excès, c'est-à-dire satisfaire des désirs, mais de manière modérée. Et c'est ça qui fait qu'on ne va pas tomber dans les excès et dans les addictions. Et comme vous voyez aujourd'hui, toutes les publicités nous poussent à consommer. Et puis il n'y a pas d'arrêt. Donc c'est là qu'on va déborder, qu'on va créer des addictions, que ce soit voilà, fumer ou bien... donc il y a plusieurs sortes d'addictions, la drogue et voilà, et autres. Ce que je trouve, pardon, si je peux rebondir, ce que je trouve un peu décevant, c'est que, comme a dit madame, il y a plein d'obstacles dans la société qui font qu'on n'est pas heureux. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas heureux. Non seulement on n'est pas heureux, et deuxièmement, on ne sait pas c'est quoi le bonheur. Parce qu'on n'a jamais goûté au bonheur. Parce que le bonheur, le père dit que c'est d'avoir une maison et une voiture, etc. La mère, c'est les études. Le frère, c'est autre chose. Et donc, on a des exactement. On a des perceptions de bonheur. C'est toujours quelque chose de l'extérieur. On ne sait pas c'est quoi le bonheur personnel. Parce que moi, par exemple, personnellement, j'ai envie d'être en pleine nature. Vous, peut-être que vous aimez le shopping. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, le bonheur, comme on l'a dit, personnel et subjectif. Voilà. Subjectif et exactement. Justement, Farida m'a touché un mot à votre propos. Je crois que votre bonheur est toujours à l'extérieur, puisque vous êtes guide aussi. Je suis guide de randonnée. Exactement. Donc, vous arrivez à trouver cette harmonie, ce bien-être à l'extérieur. Exactement. Et en plus, ce que j'essaie de faire depuis quelques années, j'essaie d'introduire une petite notion à très court terme pour les gens, pour qu'ils se reprennent, on va dire, reprennent conscience de l'importance de la nature. Par exemple, quand on fait une randonnée, on fait une pause, on mange, etc., pause déjeuner. Après, on fait toujours 5 à 10 minutes de silence. Personne ne parle. Donc, une reconnaissance. Et bon, les gens qui ne font pas beaucoup de randonnées, ou là très rarement, quand ils entendent avec le silence et ils entendent juste le bruit des oiseaux et le vent, ils disent « j'aurais aimé être allongé ici plus d'une heure ou de 2 heures ». Donc il y a des gens qui... C'est ça, le bonheur est là, mais on ne sait pas comment le toucher. Et voilà. Il est en nous, il est inné en nous. Et donc, comment trouver son bonheur en société ? C'est assez compliqué puisqu'il y a toujours... Oui, c'est assez compliqué dans notre société à nous parce qu'il y a toujours cette image qui nous est obligée, d'accord ? C'est-à-dire c'est une obligation, je dirais, c'est la notice. Hein. C'est une notice qui nous a été mise et que ça doit se faire ainsi, de cette façon, à cet âge et à cette époque et dans cette période-là. Surtout là, je dirais, dans notre société à nous. Et, je choisis un peu mes mots, oui. Il y a mes parents qui m'entendent, là. Il y a mes parents qui m'entendent, là. Je leur ai dit, suivez bien l'émission parce que on a beaucoup d'interdictions, surtout par rapport à notre société. Il y a des restrictions par rapport à la femme et on utilise ça comme des trucs de religion et de religion et qui sont plus dans les traditions. D'accord ? C'est-à-dire ça nous bloque, oui, effectivement. Je dirais la première chose qui peut nous aider à être soi-même et à vivre ce bonheur qui est un droit qui est en nous, hein, qui est vraiment en nous, c'est de se connaître soi-même, d'essayer de ne pas, d'avoir son propre référentiel, c'est-à-dire de se faire son image de soi par rapport à la logique des choses. Notre religion est très logique. Les autres religions, je ne sais pas, mais il y a une logique, c'est-à-dire la personne qui est même dans une autre religion, même qui est sans religion complètement, elle a une certaine logique qu'elle est en train de voir. Et qui est sa propre logique. Exactement ça. C'est-à-dire cette propre logique, elle est logique pour elle et ça lui permet d'être en équilibre avec elle, avec son environnement, avec son entourage et surtout avec soi-même.
Alors, ce qui crée le premier obstacle que je dirais, on parlerait peut-être un peu d'obstacle. J'ai aimé votre question quand vous me l'avez envoyée. Les obstacles, le premier, c'est de ne pas être la personne qu'on veut être. Oui. C'est ce conflit, quand j'ai parlé tout à l'heure, du moi qui veut sortir. Et là, ça commence depuis un jeune âge et beaucoup plus à l'âge de l'adolescence. Quand l'enfant refuse déjà de parler à ses parents, personnellement, je l'ai entendu de mes enfants. Là, maintenant, ils ont grandi, mais voilà. Mais l'enfant, lui, il est perturbé, il ne sait même pas. Voilà, il y a un changement hormonal. Il est en train de se rechercher. Exactement. Et pour lui, le premier obstacle, c'est les parents. Voilà. Alors, il essaye de se rebeller contre ça pour essayer de s'affirmer. Mais si on accompagne l'enfant de façon vraiment bien, l'enfant réfléchira sur les logiques, sur la logique, sur ce qu'il veut, comment il le veut. Est-ce que ça doit se passer comme ça ou pas? C'est de là qu'il va mettre ses négociables et ses non négociables, qui veut dire ses limites, à partir d'une base réellement familiale, correcte et logique, pas par rapport à toute une société qui a mis et qui nous oblige à être ces personnes-là et à suivre ces limites-là. Et par la suite, l'enfant va devenir plus serein. Parce que c'est vrai, tout le changement qu'il y a et toute la personne qui veut sortir de lui et qui va trouver tout le contraire parce qu'il va commencer à se sentir adulte, soit fille, soit garçon, alors il est adulte, pour lui il est homme ou elle est femme, c'est-à-dire ils peuvent se permettre de faire des choses d'adultes, or ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, il faut se le dire aussi. À cet âge-là, quand on est adolescent, on n'a pas encore réellement la véritable notion du bonheur. Oui. C'est vraiment en étant adulte et en ayant une certaine maturité d'esprit qu'on commence un petit peu à pouvoir comprendre un petit peu la vie et accepter et avoir cette force aussi par exemple, de refuser ou d'accepter certaines choses. Mais la maturité, comment elle vient cette maturité? Bien entendu. C'est la construction qui se fait au fur et à mesure. Confrontant au quotidien. Voilà, le quotidien. Oui. Et en parlant de bonheur, on ne peut pas passer à côté de la gratitude. Ah oui. Voilà, il y a la gratitude qui est réellement une des clés, du bonheur. Exactement. C'est-à-dire que reconnaître ce qu'on a. Donc se concentrer justement ce qu'on a que sur ce que l'on n'a pas. Voilà. Je vais donner juste un petit exemple rapide. Donc, si vous nous suivez, vous pouvez toujours nous appeler au 021 23 98 91. Je voudrais donner un petit exemple. C'est que là, aujourd'hui, je suis là, je suis ni heureuse ni malheureuse, il n'y a pas de souci. Mais du moment, par exemple, où je suis malade et je suis alitée, là, dès ce moment-là, je réaliserai que quand j'étais pas malade, j'étais très heureuse. J'imagine que c'est le cas pour tout le monde. C'est là qu'on réalise que c'est l'instant présent. Et pour revenir à la gratitude. D'ailleurs, une des définitions du bonheur, c'est ne pas être malheureux. Donc, on se rend compte que lorsqu'on avait la santé, on n'était pas malheureux et en réalité, lorsqu'on l'a perdu, on se rend compte qu'on était heureux. Donc, le fait d'être zen, d'être calme et d'être en adéquation avec ses valeurs et en adéquation avec soi, c'est ça qui fait qu'on soit heureux. Voilà. Donc, il y a aussi donc accepter les choses telles qu'elles sont, ne pas, on va dire, livrer un combat à la vie. Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce que les autres? Voilà. Dans la victimisation. Dans l'acceptation, c'est justement, on accepte les choses qui dépendent de nous. Et lorsque ça ne dépend pas de nous, c'est juste comprendre que les choses, on n'a pas de pouvoir sur ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Donc, flexibilité et souplesse, est-ce que ce sont des éléments qui sont l'acceptation, beaucoup plus. Acceptation de l'autre aussi. Si la personne a choisi d'être cette personne-là, de suivre, les principes posés par rapport de génération en génération, elle est libre. Qu'elle réfléchisse, qu'elle voit que cette chose est pas bonne, et plutôt que moi je la vois est bonne, je la respecte parce qu'elle voit les choses ainsi. Mais je dois me respecter moi aussi. Parce que moi, ça ne me convient pas, tout simplement. Oui, il y a aussi l'écoute de ses besoins. Parce que si on est là juste à satisfaire les autres, parce qu'ils nous ont transmis des croyances et des règles à suivre, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va s'effacer. On ne va plus écouter ses besoins. Et si on n'écoute pas ses besoins, ça va revenir d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire,
ça peut revenir par un état de santé défaillant, que ce soit physique ou bien mental. Voilà. C'est-à-dire que notre corps nous envoie toujours des signaux, hein, et comme je oui, c'est le mot. Voilà. À un certain moment, oui. Quand on ne veut pas écouter, on fait la sourde oreille. Les silences. Je continue juste mon idée en relation avec ce que tu disais. Les silences sont très importants. Par exemple, dans la nature, on se connecte à soi et on est à l'écoute de notre corps et de nos besoins. Et ces moments de silence sont hyper importants et ces moments de se reconnecter à ici et maintenant, n'être ni dans le passé ni dans le futur. Ni dans l'angoisse du lendemain, voilà. du futur. Et c'est là qu'on arrive à s'écouter et à repérer nos besoins et à satisfaire nos besoins parce que nos besoins sont naturels et légitimes. Oui, un petit truc là, je ferai revenir les téléspectateurs aussi à l'émission qu'on a fait le 30 avril. J'adore que vous avez une mémoire. Ah oui, c'est bien. Oui, d'ailleurs là, je pense qu'on va la débattre encore plus cette année. Ça serait encore bien parce qu'on avait souligné demandez à Ferida, elle connaît parce que c'est elle avait aimé. Oui, c'est le moment qu'on doit passer avec soi-même. Elle vous le dira. Hein, elle m'a dit, voilà, mais c'était le 30 avril, c'était l'émission. On avait travaillé sur les moments qu'on doit avoir avec soi-même. Pas spécialement sortir à la nature. Par la suite, c'est un esprit qu'on va développer qui est obligatoire. Mais c'est le moment que j'ai avec moi-même. Ne serait-ce que, par exemple, il y a des gens qui ont besoin de 5 minutes peut-être chaque heure. La reconnexion avec soi. Exact. Voilà. Reconnexion qui est importante. D'abord avec soi-même, par la suite, tout ce qui vient de l'extérieur et ce qu'on va rajouter en plus, ça va être autre chose, ça ne va être que bénéfique et en plus. Mais d'abord, cette connexion. De rien. D'ailleurs, c'est simple. Là, je vous donnerai l'exemple de mes patients. Hein. Quand je leur demande, quand ils commencent la thérapie, ils sont là, ils demandent c'est quoi, comment est le processus thérapeutique, comment il va se passer et tout. Là, on commence par poser des questions et leur demander d'essayer de rester avec ces questions-là, de réfléchir un tout petit peu et commencer à écrire. Et bien, les gens ont du mal. Ils ont du mal. Il y a des gens qui mettre des mots sur du tout. C'est-à-dire, pour eux, ça les frustre. Et ça leur fait vraiment peur. J'ai des patients qui reviennent des mois après avec la feuille. Me disent, si vous me donnez encore ça, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus. C'est une tâche qui leur est très dure de rester avec. Et c'est des questions très simples. Comment je me sens? Comment je vis? Qu'est-ce que je ressens dans ma vie? Comment je me vois? Comment les autres me voient? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends de cette thérapie? C'est des trucs vraiment, c'est des questions très simples, mais qui sont énormes pour la personne, oui, vu le vécu, parce qu'on n'a jamais vécu pour nous-mêmes. Oui. On a toujours vécu par rapport à une image que l'autre veut. Il faut qu'on étudie pour... Des fois aussi, c'est même avec soi-même. Hein. Il y a des moments où on n'est pas honnête avec soi-même. Justement, l'être humain a tendance à scotomiser. Scotomiser, c'est un verbe, c'est rentrer dans le déni, on va dire, de la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Freud a donné une très belle image de la situation. Tout le monde peut comprendre. Comme si on est dans une classe, on est le prof, et les élèves, ou l'amphithéâtre, c'est les idées. Et il y a un élève turbulent. C'est l'idée, les manèges habena, qu'on scotomise, qu'on veut éviter à tout prix. Et si on lui parle pas à l'élève, on le prend pas à part, on ne lui parle pas, on essaye de calmer les choses, il va continuer à faire sa turbulence. Donc on va le dégager de l'amphi. Et quand on va le sortir, il va faire un boucan énorme. Donc l'école ne va pas étudier parce qu'elle est dérangée par cet élève-là. Donc les idées, on reste juste focalisé sur cette idée-là. Et qu'on n'a pas réglé. Et on a perdu, je sais pas, des fois il y a des gens qui perdent des années et des années. Oui. Et on revient sur l'idée principale. Donc il vaut mieux l'apprendre, la traiter tranquillement et on voit à la fin si on est d'accord ou pas, si on va l'appliquer ou pas. Il faut juste la traiter. C'est tout. Il ne faut pas scotomiser et tomber dans le déni. Ou bien, je rejoins ce que dit Freud, c'est la sublimation. Oui. C'est-à-dire ce qui est réprimé, on peut l'exprimer à travers l'art, à travers, je sais pas, la musique, à travers. C'est-à-dire l'essentiel, c'est de le faire sortir, que ce soit à travers la sublimation ou bien à travers l'écriture. Et l'écriture, et je dirais que tout ça démarre de quoi? D'une prise de conscience. C'est que la personne doit prendre conscience
que c'est sans droit, que la vie n'est pas faite ainsi, que la vie réellement, c'est cette voix intérieure qui est en train de parler. Voilà, donc dans ce cas, on va essayer de résumer, c'est de s'écouter, Oui. c'est de rester avec soi Ouais. et surtout Se faire confiance, se faire confiance. accepter les autres et s'accepter soi-même Voilà. aussi. hein. Et être dans l'instant présent et apprécier chaque moment de la vie. Si je peux Oui. ajouter un truc, c'est oui. juste, moi j'ai la définition du bonheur comme la philosophie. Si on prend la philosophie, on décortique le mot, c'est philosophie. Sophie, c'est la sagesse, et philo, c'est aimer la sagesse. Donc un philosophe, c'est quelqu'un qui aime la sagesse, qui n'est pas sage. Et C'est tous les amour, philosophes sagesse, épicuriens, ils te disent que la sagesse n'est pas atteignable, c'est un chemin. Et donc le bonheur, c'est un chemin. Parce que si on dit que c'est une destination, on a tendance Voilà. et donc on va tout C'est bousiller. plus un voyage comme nous l'a dit Hamid. Ça, c'est les Voilà. attentes Destination. aussi, hein, ça, c'est les attentes sûr, et bien c'est sûr. le côté perfection. Hein. Bien sûr. Aussi, c'est le côté perfection parce qu'on a appris cette perfection. On juge les enfants par rapport aux notes, par rapport à la façon de s'asseoir, à manger, à tout. Et ça nous apprend à être dans des attentes, dans de la perfection. Et c'est faux. Il n'y a pas de perfection. Et si on n'est pas heureux, Comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde. voilà. Du Et tout. si on n'est pas heureux, c'est pas grave. Voilà. On peut simuler. On peut Ok, c'est pas en étant Fake it, heureux fake qu'on it, rigole, c'est en rigolant qu'on devient Qu'on heureux. devient heureux. Voilà. Voilà, donc on peut un petit peu. Voilà. On va le faire. Hein. Très bien. Merci beaucoup, c'était passionnant. Franchement, c'était un sujet qui m'a passionné. Le temps est déjà Merci. passé, là? Le temps est déjà passé, oui. effectivement, oui, ça passe très vite. Oui. Surtout quand on parle de bonheur. Ben oui. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc tout de suite, la deuxième partie de l'émission, on revient juste après ça. Voilà, de retour sur notre plateau, c'est la dernière ligne droite de notre émission et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lina Deramchi. Bonjour. Merci, bonjour, merci pour l'accueil. Alors, tu es coach sportif et coach de bien-être. Absolument. On est ravis de te recevoir donc, dans notre équipe. Merci. Voilà, donc tu seras là avec nous chaque semaine, 2 fois par semaine peut-être. On verra quel jour. Absolument, on verra. Mais bien. en tout cas, je suis ravie. Merci beaucoup pour On l'invitation. est très heureux. Et pour On est très l'accueil heureux. également. Merci. Merci. Et on a aussi Amel Ribi qui est là. oui, Bonjour Amel. Bonjour Mariam, Comment ça va? vas-tu? Très bien, merci. Alhamdulillah. Ah, moi je suis ravie aujourd'hui. Comme d'habitude. Généralement comme d'habitude, mais aujourd'hui un peu plus. Ah hein. oui, oui, un peu plus. Apparemment, le sujet Ah d'aujourd'hui, franchement, ah ouais, ouais, ouais. t'as apporté beaucoup de bonheur. Ah oui, N'est-ce c'est pas? mon coup de cœur. hein. Très C'est bien. mon coup de Très bien. D'abord jingle et on revient juste après.
le bonheur. On en a parlé tout à l'heure. C'était pas suffisant puisque même mes invités m'ont dit « Oh non, c'est trop court ». C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Mais en réalité, on peut être heureux dans les choses les plus simples, les plus petites choses de la vie. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé, qui m'a énormément touchée. Et j'ai même mené une petite expérience sociale avant de venir ici. J'ai posé cette question à énormément de personnes et je leur ai dit « Qu'est-ce que vous pensez du bonheur? C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et ce qui m'a vraiment frappée et ce que j'ai remarqué, c'est le laps de temps qu'ils prenaient justement pour chercher la définition du bonheur. C'est comme si qu'ils faisaient une introspection à l'intérieur d'eux-mêmes pour revoir ce qu'était ce bonheur et pour justement le comprendre, voir s'ils l'ont déjà vécu ou pas. Et les réponses ont été vraiment différentes, elles variaient d'une personne à une autre. C'est là également que j'ai compris que vraiment le bonheur était à la fois un terme universel mais aussi intime. Et je vous avouerai que il y a une personne qui m'a énormément touchée dans sa réponse et qui m'a dit, qui a d'ailleurs fait créer un lien très subtil entre le bonheur en étant un chemin de vie à parcourir donc durant notre existence, mais aussi un but à atteindre. Ce que j'ai trouvé à la fois délicat, paradoxal, mais aussi subtil, parce que ça nous montre qu'il y a un léger équilibre entre le voyage et la destination. Et ce qui m'a mené directement à une toute autre question, donc une deuxième question qui suit, et qui était finalement, quelle est la différence entre le bonheur et le plaisir éphémère? Parce que toute la question est là. Exactement, beaucoup de personnes ne font pas réellement la différence entre ces deux termes qui sont très ressemblants mais différents à la fois. Et je dirais que le plaisir éphémère dure un laps de temps, qui dure également, plutôt qui se fait ressentir profondément, notamment grâce à ces pulsions. Je nommerai donc cela par une étincelle. Je dirais que le plaisir ressemble à une étincelle et le bonheur est beaucoup plus profond que ça, c'est plutôt une flamme intense. Alors on remarque ici déjà d'une étincelle à une flamme, c'est plus la même chose. C'est très profond et spirituel, mais je dirais que c'est même le but de ce sujet et de ce débat. Et le bonheur, c'est un terme qui touche beaucoup de personnes et qui les pousse justement à se questionner, à chercher, à se poser ces questions. Et là, on va switcher directement vers une toute autre question. Comment cultiver ce bonheur? Voilà, c'est ça. Alors, comment le cultiver? Alors, comment le cultiver? Je dirais simplement que ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcément chercher à tout prix. Donc, on ne doit pas avoir une définition précise dans notre tête qui nous montre ce qu'est ce bonheur ou comment l'avoir, comment l'acquérir. Bien au contraire, ça diffère de personne à une autre. Et ça reste profond, donc chacun voit ça de sa propre perspective des choses. Et je dirais qu'il y a des points fondamentaux qu'on ne doit pas oublier durant cette quête vers le bonheur. Et je commencerai cela par l'amour-propre. L'amour-propre est un point très essentiel à revoir. L'amour-propre, le fait déjà de se reconnecter à notre essence, à revoir qui nous sommes réellement, se poser certaines questions. Parce que oui, c'est quelque chose qui est très banalisé aujourd'hui, le fait de dire je m'aime tel que je suis, mais est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on le ressent? Voilà, toute la nuance est là, parce qu'on peut le dire juste comme ça avec des mots, mais ne pas le ressentir et ne pas le penser réellement. Absolument. Et donc, un petit exercice que je pourrais donner, c'est par exemple de se poser cette petite question le soir avant de dormir. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon cœur me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que mon corps essaye d'exprimer aujourd'hui? Quelle émotion je ressens? Essaye de comprendre les émotions qu'on a ressenties aujourd'hui durant la journée, durant la semaine, durant le mois. Donner des petites explications aussi faciles qu'elles soient et aussi brèves qu'elles soient. Ce n'est pas obligé de chercher très profondément. Bien au contraire. On sait très bien que généralement, le cerveau est assez feignant. On est assez feignant. On aime, comme vous le disiez tout à l'heure, on aime les plaisirs éphémères et tout. Et se poser des questions pendant trop longtemps, c'est lourd. Donc, essayez, comme vous êtes en train de dire, de trouver des toutes petites réponses comme ça. Et vous savez, le but n'est pas de trouver la réponse immédiatement. Le but déjà, c'est d'entraîner le cerveau à se poser ces questions. C'est de pousser le cerveau à ses réflexions. Parce que lorsqu'on pousse le cerveau à ses réflexions, automatiquement, on entre dans ce chemin du bien-être. C'est très automatique. Je passerai ensuite vers le deuxième point, qui est donc la gratitude. La gratitude qui est très importante. Oui, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur, parce que
Pour moi, c'est franchement l'une des clés principales du bonheur. Exactement, c'est l'une des clés principales et c'est ce que j'appelle notre lumière. La gratitude, c'est notre lumière. C'est vraiment la chose qui nous permet de ressentir chaque émotion beaucoup plus profondément, beaucoup plus intensément. Parce que le fait de se poser 5 minutes durant notre journée et de se poser c'est une simple question, de remercier les choses, les moments présents que nous vivons aujourd'hui, les relations que nous avons établies avec des gens, les connaissances et toute autre chose, c'est vraiment très puissant. Et donc du fait de profiter de ces instants, de se questionner, mais surtout de ressentir cela et de se remercier. Ça nous pousse également à chercher ce bonheur, à le chercher subtilement, comme je le disais au début, sans vraiment forcer. On verra également un autre point qui est très important, vivre le moment présent. Exactement. Vivre l'instant présent. C'est très important, oui. C'est l'une des clés fondamentales de la quête vers le bonheur. Vivre le moment présent, alors j'ai entendu une Mettre phrase... du sens dans tout ce qu'on fait, Absolument. jusqu'aux choses les plus simples, on va dire aller cuisiner, mettre du Exactement. sens dans ce moment-là, ça peut être vraiment un moment de bonheur. Absolument. Et j'ai entendu une phrase qui disait « La dépression, c'est lorsqu'on s'inquiète du passé. L'anxiété, c'est lorsqu'on s'inquiète du futur. Et le bonheur, c'est lorsqu'on vit le moment présent. » Et c'est une phrase qui est pleine de sens et de bonté surtout. Et je dirais même que cette quête vers le bonheur, on doit vraiment l'apprivoiser et la ressentir et la vivre avec énormément de bonté, de pureté et de bienveillance. Lorsqu'on entreprend ce chemin, il est très important d'être bienveillant envers nous-mêmes. J'irai ensuite vers un autre point qui est le lâcher-prise, la libération. Le fait de lâcher prise des choses que nous ne pouvons contrôler. Cela va nous permettre aussi de vivre l'instant présent, également de ressentir les choses telles qu'elles sont, de ressentir de la gratitude. J'irai également parler des sources du bonheur, qui sont la générosité et l'altruisme. Justement, voilà, c'était là où je voulais en venir. Tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc l'altruisme, le plaisir de donner, le plaisir de partager. Absolument. C'est très important parce que lorsqu'on est généreux, généralement, on n'attend pas un retour. On donne sans pour autant attendre de retour. Et c'est là même où réside la clé de ce bonheur. Parce que lorsque je vous donne quelque chose, je n'ai pas pour autant ce besoin d'attendre. Exactement. Les énergies vont converger seules. Et ça sera un sujet d'émission donc dans les semaines à venir, donc l'altruisme. Et je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Merci Lina. Merci beaucoup. Maintenant, le temps d'une évasion, on va voir où Amel Laribi nous amène. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous, Amel, aujourd'hui? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon coup de cœur. D'ailleurs, je remercie Farida, notre rédactrice en chef. C'est elle qui me l'a proposé. Je l'ai vu hier avec ma recherche. Franchement, c'est merveilleux. C'est une rivière, Cano Cristales. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, c'est une rivière aux 5 couleurs. Franchement, 5 couleurs et ça se dit aussi une rivière arc-en-ciel. Il y a du jaune, du rouge, du rose. D'ailleurs, je pense que on va le voir tout à l'heure. Mais là, cette rivière, elle se trouve en Colombie. On donne une petite adresse. En Colombie, plus exactement dans la Serena de la Macarena. Elle est située à 150 km au sud de Bogota. Donc, c'est une rivière magnifique aux 5 couleurs. Je pense que vous le voyez. Oui, franchement, on le voit. Franchement, c'est une continuité du bonheur. Sublime. Franchement, c'est une évasion. Pour moi, ça serait le bonheur absolu d'être là. Oui. Et on peut retrouver on peut l'apprécier pendant la saison humide et non pas pendant la saison sèche. Parce que pendant la saison sèche, eh bien, la rivière s'assèche, empêchant cette rivière de s'épanouir. Donc, la cause de cette rivière, eh bien, c'est une plante aquatique endémique, c'est-à-dire native de cette région, qui s'appelle Macarenia clavigera. D'accord, donc c'est une plante endémique de cette région. C'est elle qui, avec l'association, bien sûr, quand on la met dans de l'eau, aussi le sable et la roche, et là, la rivière, elle prend des couleurs magnifiques. Ah oui, c'est sublime. Là, franchement, mais par contre, on peut la voir pendant la toutes saison. ces nuances, donc cette plante prend toutes ces nuances de couleurs. Oui.
Mais on peut l'apprécier pendant la saison humide, hein, c'est-à-dire de juin jusqu'à novembre. C'est là où le climat est idéal. Donc c'est un climat, la journée, le matin il fait beau et l'après-midi c'est un temps nuageux et pluvieux. Donc c'est l'idéal pour cette rivière. Pour donc, que ces plantes vont... Ah oui, oui. Et cette plante s'épanouit pendant la saison humide. Voilà. Et la Colombie est reconnue pour 2 saisons, la saison sèche et la saison humide. D'accord. Voilà. Voilà, donc, franchement, je remercierai jamais assez Belinda pour cette très belle découverte. Ah, moi, j'ai été époustouflée. Hein, voilà, donc des endroits comme ça qui peuvent nous procurer, nous procurer réellement du bonheur. Extrême, hein. La connexion avec la nature, ça reste un point très très important. Le fait de s'évader, ça rentre aussi dans le lâcher prise et finalement vivre le moment présent tel qu'il est. Voilà. Et il faut le dire, hein, on a réellement besoin de se reconnecter à la nature parce que vu notre vie... voilà, là, voilà, Amel, on voit la plante. Ah oui, c'est celle-là, la plante. C'est la plante Macarenia clavigera. Moi qui aime les plantes, franchement, c'est une découverte pour moi, Amel. Hein. Ah oui, Myriam. J'ai pensé à toi parce que comme tu faisais le coin vert. Effectivement, c'est vrai que c'était passionnant et je ne me suis jamais lassée. Hein, il faut le dire. Et elle prend vie dans cette rivière, mais pendant la saison humide. D'accord. D'accord. Donc elle réussit quand même à survivre à la saison sèche et à pouvoir... Pendant la saison sèche, elle perd bien entendu. Sa couleur. C'est un petit peu comme toutes les plantes. Dès que c'est la période sèche, il y a les couleurs un petit peu qui diminuent pour repartir quand... Mais pendant la saison humide, elle retrouve tout son éclat. Très bien. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'aimerais bien la visiter un petit jour. Une petite question indiscrète. Oui. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Allez, vas-y, dis. Franchement, moi, il suffit de rien. Je ne suis pas très... Ah, je sais pas, on vient de me dire le shopping en régie. Mais quoi? Le shopping? Pas du tout, non. Non. Ah, je ne suis pas shopping, non. D'accord, alors on sait qui c'est qui aime le shopping. Non, c'est pas moi. Ça, c'est sûr que c'est pas moi, le alors, shopping. Alors, Céline et moi aimons le shopping. Moi, c'est la nature. Pareil, c'est comme moi aussi. Moi, j'adore la nature. C'est vrai. Voilà. Alors moi, ce sont les petits moments de partage que l'on vit quotidiennement. Parce que je trouve que c'est très très important de faire la différence entre les plaisirs et le bonheur. Et je dirais que le bonheur pour moi, je le ressens même dans les bas. Ça veut dire même lorsque je suis au plus bas, il me suffit simplement de repenser au moment où j'ai ressenti un bonheur intense et ça me permet de garder cette lueur d'espoir. Donc voilà comment je définirais le bonheur. Très bien. Felida m'a soufflé dans l'oreille que pour elle, c'était les voyages. Ah oui, c'était le moment où elle était, on va dire, dans le bonheur. Et ben pour moi, c'est un petit peu de vraiment les plaisirs les plus simples, les choses les plus simples. Je ne sais pas, ça peut être une... Ça peut être la famille, ça peut être un repas en famille, une petite évasion en forêt. Oui, absolument. Je ne sais pas, moi, avoir mon chat sur mes genoux, c'est réellement... Et c'est vrai, en plus, c'est apaisant. Une petite activité physique. Activité physique, activité manuelle. Je suis très manuelle, donc tout ça me procure beaucoup de bonheur. Et par contre, c'est l'inverse, hein, en fait. Étant donné que je suis manuelle, si par exemple pendant une longue période, je ne fais, on va dire, rien de mes mains, je sens cette frustration. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de se faire plaisir et de s'écouter, donc écouter nos besoins. Absolument. Voilà, donc c'est très important, oui. Qu'il faut qu'ils sont une partie intégrante de notre vie, de notre bonheur. Oui. Voilà. Donc, il suffit de rien pour faire notre bonheur. Hein, franchement. Voilà. Donc on n'est pas compliqué. Hein. Non, on n'est pas compliqué. C'est ça qui est bien, parce que plus on est compliqué, plus la vie se complique avec, je crois, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux, prenez le temps d'apprécier tout ce que vous avez, parce que tout est précieux. Et voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup, Lina. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, exactement. Amel, merci pour la belle découverte. Ce fut un bonheur. J'espère qu'un jour je pourrai aller voir cette rivière de plus près. Inch'Allah. Merci, voilà. Merci, on arrive à la fin de notre émission. Je vous dirai, c'est toujours sur les programmes de Canal Algérie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mais demain, vous retrouverez Mounia Witis. Au revoir.